Ce qu'on a ressenti lors des débats qui ont eu lieu dans le monde politique, syndical, associatif, en tant que femmes qui portent le foulard, c'est qu'on nous présentait soit comme des femmes soumises, des femmes qui ne pouvaient rester que chez elles, des femmes qui ne pouvaient s'occuper que de leurs enfants, des femmes qui ne pouvaient s'occuper que de leur cuisine, des femmes qui n'avaient rien à dire. Ou alors, aux antipodes, on nous présentait comme des femmes dangereuses, intégristes, islamistes, terroristes, qui n'avaient pas le droit de vivre en France et qu'il fallait absolument chasser. Ces débats nous ont présenté, d'une manière ou d'une autre, comme des femmes objets. Ce que j'ai ressenti pendant ces mois de débat, c'est on parle de nous, sans nous. Et l'un des objectifs de ce livre, c'était de permettre à ces femmes qui ont choisi de porter le voile de se réapproprier la parole et d'humaniser les débats et de leur rendre leur dignité. D'un mot, en fait, je tiens aussi à vraiment insister sur le fait que ce livre n'est pas un livre sur le voile, ou plus simplement ni pour ou contre le voile. C'est vraiment un livre de témoignage, donc qui restitue, qui redonne ou donne la parole à des femmes et à des filles qui ont fait un choix. En dehors d'une norme dominante vestimentaire et qui finalement dans ce livre explique moins leur choix que la façon qu'elles ont de se définir, de s'auto-définir en dehors de la diabolisation qui a eu lieu en amont de cette loi et depuis le passage de cette loi. Notre engagement au sein du collectif Une école pour tous et toutes s'est inscrite dans le cadre de la promulgation de cette loi du 15 mars 2004, censée ne s'appliquer qu'au secondaire et donc au collège et au lycée. Sauf que très vite et même en amont de la promulgation de la loi, on a assisté finalement à une batterie d'interprétations de la part de personnes qui se sont autoproclamées juges et interprètes donc de la loi et la circulaire d'application du 18 mai 2004 pour finalement extrapoler le cadre de cette loi. À qui? Aux étudiantes, aux employés, donc au monde du travail, au cadre aussi associatif, donc des militantes, comme Malika et moi, avons été exclus de manifestations, d'espaces de débat, au prétexte invoqué, qui était donc la loi du 15 mars 2004 sur les signes religieux. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que cette loi, que nous qualifions de raciste, tout simplement pourquoi? Parce qu'elle a légitimé et en fait elle a permis, elle a favorisé la libération de la parole et d'agissements racistes. Et d'ailleurs on le voit au travers divers témoignages dans le livre, les deux commentaires ou les deux injonctions récurrentes par rapport aux agressions verbales dont sont victimes les filles et les femmes qui témoignent dans ce livre, c'est d'une part l'argument sexiste, retourne dans ta cuisine, et l'argument raciste, rentre dans ton pays. Donc il nous est apparu légitime pour essayer justement de dresser un contre-bilan de cette loi qui était censée être circonscrite au cadre scolaire, de faire témoigner des jeunes femmes et des femmes qui ont été justement l'objet de stigmatisation, de discrimination au prétexte de cette loi et au prétexte du foulard. Tous les arguments ont été de nous dire oui mais finalement la liberté c'est bien beau mais le voile en soi, en lui-même, est un symbole d'oppression. Et tout l'enjeu, nous, a été de dire que ce qui constitue l'oppression n'est pas le symbole qui, comme tout symbole, a la signification que la personne qui le porte lui donne, mais bien la contrainte. Et que si la liberté de ne pas porter le voile
a été mise en avant dans le contexte de promulgation de cette loi. Dans le même temps, nous avons tenu, au sein des divers collectifs dont nous faisions partie, et dont nous faisons encore partie, c'était de dire que cette liberté de ne pas porter le voile supposait la liberté de pouvoir le porter. Et que c'était les deux facettes d'un droit fondamental et qu'on ne pouvait pas en fait dissocier les deux facettes sous prétexte que finalement ce choix de voie d'émancipation et cette façon finalement de choisir d'être femme dérangeait finalement certains modèles ethnocentristes qui faisaient que pour être une vraie femme ou une vraie féministe ou une femme libérée, il fallait renoncer à certaines libertés fondamentales. Effectivement, on affirme bien que cette loi est une loi sexiste, puisque au quotidien, quand des mamans qui portent le foulard sont exclues des sorties scolaires, et que les maris de ces mamans, enfin le mari de ces mamans qui portent le foulard peut faire ses sorties scolaires, il y a quand même un problème d'égalité. C'est un problème qu'on ressent fortement entre l'homme et la femme. Donc la femme, elle est reléguée à sa cuisine, à son chez-soi, alors que le papa peut accompagner les sorties scolaires. Ça, c'est flagrant, c'est vraiment très très mal vécu. C'est un sentiment d'injustice très fort que ressentent ces mamans. Pareil dans le cadre du travail. Quand on se présente à la NPE, ce qui a été mon cas, on m'a bien dit, l'employé, la technicienne, m'a dit, mais vous comptez trouver un travail avec le foulard que vous avez sur la tête. Et on sait que nous, toutes les femmes, que le travail, c'est quand même un vecteur d'indépendance, d'autonomie, et c'est pas le cas. Les effets concrets de cette loi, c'est de priver, d'écarter, d'éloigner des femmes des principaux lieux d'émancipation pour les femmes, des principales armes d'émancipation pour les femmes, à savoir les connaissances, les savoirs, l'éducation, les diplômes, l'insertion professionnelle, les revenus, l'indépendance économique, et puis enfin la politique, la vie politique, le monde associatif, syndical, politique, dans lequel on fait des rencontres, dans lequel on prend confiance en soi, dans lequel on apprend aussi à lutter. Et donc, effectivement, à travers tous les témoignages qu'il y a dans le livre, revient systématiquement ce paradoxe qui est que, au nom d'idéaux féministes ou de principes ou d'invocations, d'incantations féministes, les effets très concrets de ce qui se passe, c'est que des femmes sont exclues et d'une certaine manière désarmées. Et on leur dit même, ce que disait Isman tout à l'heure, et qui revient plusieurs fois dans plusieurs témoignages, on leur dit même explicitement, retourne dans ta cuisine. Très concrètement, dans les rencontres débats que nous avons eues donc, autour de ce livre, les réactions vont dans le sens d'une prise de conscience. Parce que la prise de conscience, finalement, elle est entretenue, elle se heurte à quoi? Elle se heurte à une espèce de chape de plomb sur ce sujet, parce qu'il faut bien comprendre que depuis le bilan de la loi fait par Hanifa Cherifi, donc à la rentrée de 2005, en fait, la situation était idéale, il n'y avait plus de problème de voile dans les écoles, et que finalement le problème entre guillemets du foulard avait disparu de la scène française. Le constat était celui-ci. Mais ce constat-là, il est celui-ci parce que la meilleure façon pour ne pas traiter un problème, c'est de l'occulter ou de le faire disparaître ou de le rendre invisible. Et en l'occurrence, la force de ce livre, c'est qu'il met des mots dans la bouche de personnes qui redeviennent des individus,
qui redeviennent ou qui deviennent pour la grande majorité de nos concitoyens des personnes attachantes, des personnes qui ont des sentiments, qui pensent, même si c'est une évidence, ça ne l'est pas apparemment pour tout le monde. Et à l'issue de ce débat, nous avons beaucoup de témoignages de personnes qui viennent nous voir et qui nous disent nous sommes arrivés avec des préjugés jusque-là, et à l'issue de cette rencontre, textuellement, je cite, vous avez piétiné tous nos préjugés. Et en fait, nous n'avons rien fait. Tout ce que nous avons fait, en fait, c'est d'humaniser des personnes qui ont été diabolisées et donc déshumanisées. Même moi, je me suis surpris en relisant les épreuves du livre à avoir des émotions qui trahissaient, révélaient et en même temps, effectivement, piétinaient, mais en les piétinant, les révélaient, des a priori que j'avais. C'est-à-dire que je me trouvais face à des récits de femmes qui subissent des violences, des injures, des discriminations pas possibles, dont moi-même, encore une fois, qui était un petit peu au courant de certaines choses, ne prenait pas la mesure, dont moi-même je ne prenais pas la mesure, et surtout dans leur manière de le raconter, dans le recul qu'elles arrivent à prendre, dans l'humour parfois dont elles font preuve, dans la ténacité, et comment dire, la manière de l'analyser aussi, le recul qu'elles prennent dans l'analyse, donc l'intelligence dans l'analyse, ou plus simplement le récit sur le moment de ce qu'elles ont pu répliquer. Et donc je me suis surpris à plein de moments à être étonné, à être admiratif, mais précisément avec un étonnement que j'ai ensuite interrogé, c'est-à-dire qu'on se rend compte en lisant ce livre qu'on a là des femmes qui sont effectivement 45 tempéraments différents, plus différents que ce qu'on pensait, des femmes capables de penser plus que ce qu'on pensait, des femmes capables d'être drôles plus que ce qu'on pensait, et que par conséquent on se rend compte que soi-même on avait aussi plus de préjugés, parce que c'est pas que ce sont des femmes plus intelligentes, plus drôles et plus singulières que les autres, c'est que simplement on se rend compte soi-même comme lecteur, et c'est une expérience assez intéressante, qu'on avait plus de préjugés et de prérequis ou d'attentes que ce qu'on pensait.